Merci. Donc, sans transition, on va passer d'une vie exemplaire qu'on vient de nous raconter à des femmes qui sont plus en difficulté, même si certaines d'entre elles, parce qu'elles sont dotées d'une naissance dans une classe sociale plus favorisée, arrivent à s'en sortir. Comme cadre, un pays qui est un exemple très intéressant en ce qui concerne le statut des femmes, de l'extrême vigilance qu'on doit toujours avoir et de ne pas s'endormir sur ses lauriers et sur les victoires, parce que chaque victoire peut à un moment donné être à nouveau inexistant et détruit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'évolution de ce pays, qui nous permet aussi de regarder ce qui se passe ici et donc de penser à cette vigilance extrême qu'il faut avoir sur des droits qu'il ne faut jamais considérer comme acquis définitivement. Donc on va faire un peu d'histoire parce que c'est intéressant de voir comment le parcours des droits des femmes s'est échelonné dans ce pays. Très brièvement rappeler que la Turquie naît après la chute d'un empire qui s'appelait l'Empire ottoman. Un empire ottoman où les femmes étaient plutôt dans un espace caché, l'espace du Mahrem, lorsqu'elles étaient au palais, et des femmes totalement inexistantes lorsqu'on parlait de la situation des femmes rurales où elles n'avaient pas d'existence ni au niveau du travail, ni au niveau de la connaissance qu'on pouvait avoir de leurs problématiques à cette époque-là. Mais à la fin de l'Empire ottoman, vers la fin de l'Empire ottoman, il y a une période intéressante qui est la période des réformes, qu'on appelle en turc le Tanzimat. Cette période des réformes qui est menée par des hommes qui ont été à l'école en France et en Suisse notamment, et qui sont revenus sous l'Empire ottoman avec des idéaux, je dirais, imprégnés des Lumières, vont proposer un certain nombre de modifications, puisque ça sera une période où la monarchie constitutionnelle va pouvoir mettre en place un nouveau modèle sociétal et social qui annonce un peu à l'avance l'avènement républicain qui viendra par la suite. Donc ils sont imprégnés par ces idées de liberté et d'égalité et évoquent l'importance de changer, de révolutionner le pays en abandonnant le poids trop considérable du code islamique et des systèmes coutumiers qui ont bien sûr la place dans cet empire ottoman qui se termine. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura cette dualité, cette discussion sur la dualité entre tradition et modernité, entre religion, tradition et modernité. Mais il faut faire très attention parce que je pense qu'il ne faut pas toujours s'attendre à ce que la tradition vienne de la religion. Il peut y avoir aussi un système traditionnel, coutumier, féodal, qui n'a pas forcément ses racines dans les interdits religieux et dans telle ou telle oppression, justement, qui vient de l'espace religieux. Cette dualité qui émerge à ce moment-là guidera le rapport de la société à la place de la femme en Turquie. Et il y a eu, à la fin de l'Empire ottoman, des pionnières, des femmes qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme des premières féministes, qui vont s'emparer de ce sujet et qui vont préparer le terrain pour les femmes de la République. Il y aura des femmes qui poseront des revendications, créeront des associations. À la fin de l'Empire ottoman, il y avait 150 associations féministes, ce qui paraît incroyable, mais c'était le cas. Et toutes ces femmes-là sont à l'origine donc de réformes qui vont voir le jour grâce au régime nouveau qui remplacera l'Empire ottoman qui va chuter avec la Première Guerre mondiale. L'avènement de la République va modifier considérablement l'aspect juridique des acquis féminins, mais il faut mettre un bémol, la femme républicaine sera aussi liée à ce moment-là à un idéal et à un projet national global. Elle aura des responsabilités et des devoirs plus que des droits propres à son statut de femme. Donc on a toujours tendance à dire Atatürk, Mustafa Kemal a donné tous les droits. Oui, il y a eu des droits, énormément de droits, mais ces droits
accompagnait également un idéal beaucoup plus global, et la femme était quelque part, à travers le nouveau statut qui lui était donné, une sorte de flambeau, d'exemple de ce modèle républicain que Atatürk mettait en place, et on ne songeait pas forcément à la femme en tant que genre. Débat qui viendra par la suite, on y reviendra. Ces droits étaient intimement liés à un projet sociétal et ils en étaient les outils. Il s'agissait donc d'extirper la femme à l'enfermement islamique pour la conduire vers l'égalité des droits républicains. De fait, il y a des lois vestimentaires qui vont intervenir, le Code civil de 1926 qui va lui donner des droits qu'elle n'avait pas jusque-là sous le Code islamique, la suppression des mesures discriminatoires liées à la religion, l'interdiction de la polygamie, l'égalité de chance par l'éducation et le travail vont bouleverser la situation. Les femmes vont devenir aussi citoyennes à part entière, avec le droit de vote aux élections municipales en 1930 et aux élections législatives en 1934, ce qui donc 11 ans avant la France, ce qui est quand même évidemment quelque chose de très inattendu et très remarquable dans un pays à majorité musulmane. D'ailleurs, aux élections justement, premières élections législatives où les femmes pourront à la fois se présenter et auront le droit de vote, donc en 1935, il y aura ensuite 18 femmes qui seront élues au Parlement. Alors on est compte, en 1935, 18 femmes élues au Parlement. Quand on regarde ce qui se passe par la suite, c'est très intéressant, parce que dans les années 50, alors 18 femmes à l'époque, c'est 4,5% des parlementaires. Mais dans les années 50, on tombe à 0,7% des parlementaires, avec seulement 3 députés femmes en 1950. Après, il y a bien sûr une petite augmentation, et je ne vais pas donner trop de détails, mais par exemple, il est intéressant de noter qu'avec dans le précédent gouvernement de l'AKP, du Parti de la Justice, qui est actuellement au pouvoir, toujours, on est passé à... attendez voir. On est passé à 14%, et aujourd'hui, on est à peu près au même chiffre, avec 77 députés. Mais quand on pense que 77 députés en 2017... et 18 députés en 1935, on voit quand même que l'évolution n'a pas été si importante. Et là, je voudrais faire remarquer aussi, bien que on ait beaucoup de choses à dire, et on va le dire par rapport au gouvernement actuel, il faut noter que sur ces 77 députés, il y en a 44 qui sont du Parti de la Justice et du Développement, et que le Parti social-démocrate, lui, n'a pas présenté autant de femmes qu'il aurait dû le faire, en digne héritier du parti d'Atatürk, puisque le parti républicain, qui est dans l'opposition aujourd'hui, est un parti social-démocrate qui porte l'héritage républicain d'Atatürk. Or, ce n'est pas eux qui présentent le plus de femmes pendant les élections, ce sont quand même les religieux du parti de la justice. Donc c'est à noter. Par contre, le parti kurde, le HDP, est un parti qui, dans ses statuts, prévoit qu'il y ait une égalité stricte entre hommes et femmes sur leur liste parlementaire, et effectivement, parmi les députés qui avaient été élus aux élections de l'année dernière, il y a moitié femmes, moitié hommes. Donc la situation est véritablement révolutionnaire en 1935. Cependant, il faut noter que si le Code civil de 26 donne à la femme une capacité juridique entière, les chapitres consacrés aux droits de la famille, c'est-à-dire aux questions relatives au régime matrimonial, au divorce, à la notion de parenté, etc., ramènent la femme mariée à un statut à capacité juridique limitée. L'épouse est toujours subordonnée à son mari, elle doit porter son nom et s'acquitter des tâches domestiques pendant que l'époux subvient aux besoins de la famille. Tout ça, c'est marqué dans le Code civil de 26. Or, le Code civil de 26, il est emprunté au Code civil suisse. Hein, donc, dans ces années-là, en Suisse aussi, on a le même Code civil. Enfin, les femmes ne peuvent travailler sans l'autorisation de leur mari. Passé cette période d'élan et de ferveur révolutionnaire de la République, la cause des femmes va entrer dans une forme de léthargie, sinon d'oubli. Ni les gouvernements conservateurs qui suivront, on le voit d'ailleurs avec les chiffres des parlementaires, je vous ai donné tout à l'heure, ni même l'idéologie marxiste de la gauche et de l'extrême gauche à la fin des années 60 et au début des années 70, n'arriveront à reformuler
le sujet de l'égalité des femmes de manière différente. Certaines femmes seront tentées par la militance dans les mouvements marxistes et autres, mais là encore, la femme sera un objet d'instrumentalisation au nom d'une politique plus générale. C'est 10 ans plus tard seulement, au début des années 80, que les femmes turques entrent dans une véritable période d'individualisation et de singularisation, et qu'elles commencent à interroger en profondeur l'image et les principes de la domination masculine. Un nouveau féminisme va apparaître, qui n'a pas pour seul but l'acquisition de l'égalité des droits, mais prône aussi la critique du système des valeurs patriarcales, lutte contre les inégalités de classe entre les femmes des milieux aisés et de la société et les femmes du monde rural. En Turquie, les féministes ont d'abord développé une vision critique de la société patriarcale et de l'État, et à partir des années 80, donc, juste après le coup d'État militaire, elles ont commencé à revendiquer des droits qui leur étaient propres à leur statut de femme. Elles ont critiqué certaines idéologies, l'idéologie kémaliste du début, qui les instrumentalisait en prétextant l'avancée des réformes juridiques adoptées, comme par exemple celle du droit de vote aux élections législatives, en disant que c'était l'évolution du droit des femmes était porteur de l'évolution de toute la société. Elle critiquait également le communisme, qui affirmait que l'émancipation des femmes ne pourrait se réaliser que grâce à la lutte révolutionnaire. Et bien sûr, elle critiquait l'islamisme, qui se contentait de maintenir les femmes dans leur statut subalterne et inégalitaire, tel que le préconise le Coran. Elles affirmaient donc une idée nouvelle dans les années 80 pour les femmes de Turquie, une identité de genre. Toutefois, derrière toutes ces femmes, dont il y a des femmes assez remarquables, comme par exemple le professeur Shirin Tekeli, qui a beaucoup également travaillé en France et qui ensuite a été limogée de l'université après le coup d'État militaire, est une femme qui a beaucoup publié, qui a écrit aussi en français, qui a été traduite en français. Toutes ces pionnières des années 80 ne se sont cependant pas suffisamment arrêtées, tout en parlant, comme je le disais, sur la situation de la femme rurale, c'est-à-dire la femme qui était sous le coup non seulement de la religion, mais aussi des aspects traditionnels, ancestraux de cette société. Derrière l'arbre, il y a toujours une forêt. Les femmes turques avaient acquis des droits, mais la majorité d'entre elles, en ayant les droits, n'en avaient pas le mode d'emploi. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne s'agit pas simplement de promulguer des lois et de donner des droits, il faut encore les faire appliquer. C'est peut-être ce qui a manqué à la révolution kémaliste. Peut-être que Mustafa Kemal s'en est aperçu d'ailleurs à partir, 3 ans avant sa mort, il est mort en 1938, vers 1935, il a mis en place ce qu'on appelait les maisons du peuple. Et les maisons du peuple semblent être un peu une prise de conscience par cet homme de l'importance de faire un travail d'éducation autour de la loi pour que la loi puisse effectivement entrer en marche dans les esprits, quelles que soient les classes sociales dont on parle. Mais malheureusement, il met en place cette politique en 1935, il meurt en 1938, et après, il y a un retour en arrière important. Des inégalités colossales existent au sein de la population féminine. Le statut de la femme turque n'est en effet ni homogène ni unifié, pas davantage d'ailleurs que les mouvements féministes. Puisqu'on peut remarquer qu'il y a des mouvements théoriques très opposés, les féministes kémalistes, les féministes critiques, mais aussi les féministes islamistes. Vous allez me dire, c'est bizarre, mais c'est ce qu'elles revendiquent être. Ces dernières défendent l'idée d'une évolution du statut féminin par la réappropriation des traditions religieuses et familiales comme facteur d'élévation éducative et sociale, et s'emparent du texte du Coran pour s'opposer aux injustices de la tradition coutumière. Donc ce n'est plus le droit contre la coutume, c'est le message de Dieu contre celui de la famille. Et ça, j'attire votre attention là-dessus parce que vous retrouverez cette équation dans tous les mouvements islamistes politiques d'aujourd'hui. Que ce soit qu'on parle de la Turquie, des pays du Maghreb, des pays du Moyen-Orient, etc. Les frères musulmans adoptent parfaitement aussi cette équation-là. C'est-à-dire qu'on met dos à dos la famille
et Dieu, en disant finalement tout ce qui est rétrograde et tout ce qui est de l'ordre de la régression, ça vient de la famille, mais ne vous inquiétez pas, si vous vous appropriez très bien votre texte religieux, là vous serez beaucoup plus émancipé, parce que, en tant que femme, le texte religieux, certes vous dit de vous couvrir, mais ne vous dit pas que vous ne pouvez pas travailler, ne vous dit pas que vous ne pouvez pas étudier, et ça c'est une forme d'approche que les frères musulmans et les mouvements radicaux islamistes utilisent, qui est extrêmement insidieux et qui est extrêmement séducteur pour des jeunes filles, notamment des jeunes filles de l'immigration, qui sont bien sûr en but à des interdits familiaux, à des oppressions séculaires, les mariages précoces, les mariages forcés, les rites d'obéissance, etc. dans une famille. Et effectivement, quand quelqu'un leur vient en face en leur disant « réapproprie-toi ton identité religieuse de manière beaucoup plus élitiste pour pouvoir finalement répondre à ta famille et pouvoir échapper aux interdits qu'on t'oppose. » Et ça, en Turquie, ça a fait des ravages, bien avant même l'arrivée au pouvoir de l'AKP. C'est à partir de la révolution iranienne que dans beaucoup de pays, et avec bien sûr l'apparition des frères musulmans et d'une organisation politique tout à fait avérée, que cette tactique, je dirais, était vraiment largement étendue, et on trouvera d'ailleurs ce genre de propos dans la bouche d'un Tarek Ramadan, très souvent, dans la bouche des militants du l'UEIF, etc., qui se réapproprient ce message des frères musulmans, qui est de pouvoir séduire la jeunesse à travers cette fausse évolution du statut de la femme grâce à l'apprentissage religieux. Si on revient en Turquie, en 2001-2002, donc l'AKP gagne les élections de la fin de 2001, et en 2002, il y a quand même un paradoxe. Une grande réforme du code civil est entreprise par Erdogan, qui est à l'époque Premier ministre, conduite donc par l'AKP, qui abolit le statut privilégié de l'homme. L'Assemblée nationale vote entre autres l'abandon de la notion de chef de famille, reconnu à l'homme, le divorce pour acte vexatoire de l'honneur, l'égalité des droits sur les biens acquis pendant le mariage, l'âge légal du mariage passe à 18 ans pour les garçons et pour les filles, et la jeune mariée peut dorénavant conserver son nom de jeune fille, parmi d'autres réformes. Vous allez me dire, c'est étonnant quand même que le parti, c'est l'AKP qui vient et qui fait voter toutes ces lois. Alors après, il faut se poser la question pourquoi. Je ne peux pas y répondre de manière extrêmement assurée, mais simplement, je pense que c'est toute cette première période, pendant 4 ou 5 ans, où l'AKP a encore l'illusion que l'Europe va accepter la Turquie, et que dans cette lancée-là, parce qu'il faut aussi, bien sûr, remplir les conditions d'entrée et de négociation avec l'Europe, entame toutes ces mesures, qui sont des mesures extrêmement étonnante pour un parti religieux, puisqu'il fait également des modifications sur le code pénal en 2004, et tous les mouvements féministes en Turquie, depuis 30 ans, essayaient de faire changer le code pénal, notamment sur un point qui était très important. Dans le code pénal, il était prévu que lorsqu'une jeune femme, était tuée par un membre de sa famille mineur, la peine de celui-ci était réduite de 7 fois. Donc, parce que le viol et bien sûr le crime était puni par la peine à perpétuité, sauf s'il s'agissait d'un membre de la famille qui était mineur. Donc, dans toute la paysannerie, dans tout le monde rural, les assassinats de jeunes filles étaient faits par leur frère mineur, afin que celui-ci puisse échapper à une condamnation. Et donc, les mouvements féministes voulaient que ce chapitre du code pénal disparaisse. Et c'est l'AKP, étrangement, qui fait disparaître ce décret. Et donc, tout ça est assez étonnant. Là, je voudrais faire juste une parenthèse et dire que, malheureusement, à mon avis, les pays européens ne réfléchissent leur politique qu'au bout de leur nez et n'essayent pas de faire une projection dans l'histoire et dans le temps. Et c'est bien dommage, parce que je pense qu'aujourd'hui, les démocrates turcs n'en seraient pas où ils en sont si l'Europe, dans ces années-là, de 2002 à 2004, avait été un tout petit peu plus finaude
sur la conduite à tenir vis-à-vis d'un futur dictateur comme Recep Tayyip Erdogan, parce que la position de Merkel, la position de Sarkozy par rapport à cette histoire d'entrée de la Turquie dans l'Europe aurait pu être tout à fait différente. Je ne dis pas là que la Turquie allait rentrer dans l'Europe tout de suite, de toute façon on savait que ça allait prendre 20 ans. On aurait très bien pu dire, mais continuez monsieur et père, continuez vos réformes, c'est très bien, vous êtes sur la bonne voie, on va petit à petit discuter des négociations, de toute façon ça prendra 20 ans, et on verra dans 20 ans qu'est-ce qui se passe si vous entrez ou pas dans l'Europe. Ce qui aurait permis effectivement à la Turquie de continuer sur ce train de réforme, quel que soit le sujet, et peut-être aujourd'hui de ne pas en être arrivé à ce régime qui est une véritable dictature qui menace l'avenir très proche de la Turquie de manière colossale. Et malheureusement, ni Sarkozy ni Merkel, je pense, n'étaient des personnes capables de se projeter dans l'histoire et dans le futur pour pouvoir faire une politique qui aurait défendu les libertés des Turcs. Et puis donc en 2006, l'AKP va aller encore plus loin puisqu'ils vont engager l'ensemble des institutions étatiques à lutter contre toutes les formes de violence faites aux femmes, mais la situation est préoccupante aujourd'hui parce que M. Erdogan a encouragé de ses voeux un des principes de la Convention d'Istanbul qui dit qu'il faut veiller à l'éradication des coutumes et pratiques qui s'appuient sur un rôle stéréotypé des femmes et des hommes, tout en les engageant quand même, par ailleurs, à retourner aux fourneaux et aux couches. La Confédération des syndicats de fonctionnaires a lancé une campagne sur le net qui dit « Pour un code vestimentaire libre dans les lieux publics ». Et 12 millions de personnes ont signé pour l'abrogation de la législation anti-voile, puisqu'en Turquie, le voile est interdit depuis la fondation de la République dans l'école primaire, secondaire et tout. L'AKP a déjà ouvert pas mal la porte par rapport aux écoles primaires et secondaires. Ça restait interdit aussi à l'université. L'AKP a ouvert également l'université au port du voile. Et aujourd'hui, donc, il y a eu en 2006, il y a eu des pétitions réclamant l'ouverture de toutes les institutions publiques à la possibilité pour les femmes de porter le voile. Les commentateurs disent que ces lois constituent un frein social pour les femmes qui sont obligées de choisir entre leur religion et leur ambition socio-professionnelle. Ça, c'est aussi un élément du discours des islamistes. Si vous voulez que les femmes travaillent, eh bien, autorisez-les à porter le voile, sinon elles ne vont pas travailler. Si vous n'autorisez pas le voile à l'université, elles ne vont pas étudier. C'est une espèce de chantage, si vous voulez. Déjà, le voile est autorisé donc maintenant dans les universités et les écoles musulmanes depuis novembre 2012. Les femmes magistrats viennent récemment d'obtenir le droit de plaider avec un foulard. En ce début 2017, c'est dorénavant aussi l'armée qui peut autoriser le port du voile, c'est-à-dire que c'est le dernier bastion de la République et de la laïcité qui tombe, et ça s'est passé il y a 15 jours. L'AKP mène par ailleurs une politique liée au genre extrêmement réactionnaire et a fait campagne en mettant en avant le rôle des femmes comme filles, épouses et mères. C'est les propos de l'ex-premier ministre, qui n'avait de cesse de proclamer que la place des femmes était dans le foyer et que chaque femme mariée devait avoir au moins 3 enfants. En 2015, le vice-premier ministre Arınç déclarait « Les femmes ne doivent pas rire en public afin de conserver leur décence ». Et là-dessus, les femmes dans tout le pays ont commencé à faire des manifestations qui s'appelaient « Diren Karka », ce qui veut dire « résiste par le fou rire ». Et donc, il y avait des milliers de femmes dans les rues qui éclataient de rire sans arrêt, tout en marchant. Et donc les propos de M. Arınç ont été assez ridiculisés. Et puis, donc, tout à l'heure, j'ai cité le nombre de parlementaires qui est en légère augmentation, mais par contre, il faut noter que dans le gouvernement actuel de l'AKP, un seul ministre femme sur 21 ministres, et au niveau des mairies, 0,37% des maires sont des femmes, c'est-à-dire 18 sur 3122. La Turquie est classée 125e sur 142 pays quant à l'égalité hommes-femmes par le Forum économique mondial. Et il faut noter également que 29% seulement des femmes turques travaillent. Par contre, bizarrement, lorsque vous regardez les médecins et les architectes,
un médecin sur 3 est une femme, un architecte sur 3 est une femme. Vous allez me dire comment se peut-il qu'il y ait de tels paradoxes? Il y a ces paradoxes parce qu'il faut toujours croiser cette question de l'égalité des femmes par les questions relatives, bien sûr, aux classes sociales et à l'évolution d'une société par l'éducation et l'élitisme. Alors c'est vrai que dans l'élite intellectuelle d'Istanbul, d'Ankara ou d'Izmir, vous avez effectivement un architecte sur 3 qui peut être une femme, ce qui ne veut pas dire qu'il faille penser que c'est le cas pour toutes les autres. Il faut aussi remarquer que plus la laïcité perd du terrain, plus les inégalités entre femmes et hommes augmentent, car la laïcité est un des premiers garants de l'égalité des droits des femmes et un garde-fou essentiel pour que les femmes ne subissent pas davantage encore le poids des traditions religieuses, mais aussi des traditions féodales et du machisme de la société. Alors il faut aujourd'hui interroger aussi nos politiques ici, qui tentent de minimiser la question du voile, par exemple, et qui peuvent s'égarer au point de trouver normal que les femmes ne puissent pas fréquenter certains cafés, parce que leur grand-mère ne les fréquentait pas il y a un siècle, sauf que le siècle a changé quand même, et que la condition des femmes devrait suivre. Et moi j'ai été particulièrement outré par Clémentine Autain, parce que je pense que quand elle a été s'asseoir dans un café musulman pour donner l'exemple et dire, vous voyez, on peut parfaitement, il ne se passe rien du tout, on peut s'asseoir parfaitement dans un café musulman. Moi, je l'ai fait 150 000 fois dans ma vie. J'ai fait des tas de tournées des Grands-Ducs dans les mosquées pendant 25 ans dans mon association. Bien sûr que je suis rentré partout. Bien sûr que je me suis assise dans tous les cafés où il n'y avait que des hommes. Sauf que moi, c'est moi. Et que ça ne veut pas dire que la fille immigrée, que la femme immigrée, l'épouse de M. Tartampion, la fille du président de l'association turque de Clermont-Ferrand, elle pouvait s'asseoir dans un café. Donc, il faut raison garder et il faut que Mme Autain, quand même, essaye de réfléchir que Mme Autain n'est pas la femme maghrébine immigrée, ni la femme immigrée turque, et que c'est pas si simple, quand on est dans cet univers social-là, d'aller s'asseoir dans un café d'hommes. C'est pas du tout un bon exemple qu'elle donne en disant... en essayant de traiter le problème par, bien entendu, la fameuse islamophobie, parce que tout est islamophobie dès lors qu'on parle d'islam radical. Quant à la coutume, elle est bien là, immuable. La volonté réformatiste républicaine n'a pas su ou n'a pas pu pénétrer le monde rural anatolien, où les femmes sont encore aujourd'hui sous une chape de plomb. La chape de plomb de la domination des hommes et des anciens. Et un dicton populaire, d'ailleurs, en Turquie, dit qu'on ne peut pas se nourrir de la viande d'un animal sacrifié par la main d'une femme. Donc c'est vous dire, hein, comme la femme est une sorcière dont il faut se méfier. Et la femme rurale vit sous le joug d'une règle moyenâgeuse, d'une morale répressive et totalement inégalitaire. Elle est la garante de l'intégrité de l'honneur des hommes, ce fameux namus, en turc qui veut dire l'honneur, et que l'on inculque aux filles et aux garçons dès leur plus jeune âge. 3 femmes turques sont tuées chaque jour au nom de cet honneur. De 2002 à 2009, les violences à l'égard des femmes ont cru de 1400%. Et que dire aussi des reculs comme le droit à l'avortement, que le président actuel considère comme un crime. Il a essayé de faire passer le délai légal de l'avortement de 10 semaines à 4 semaines, mais il a dû reculer à cause des manifestations féministes. S'il a les pleins pouvoirs, ce qu'il risque d'avoir dans un mois avec le référendum, il va probablement réessayer. La première cause de mortalité des femmes en Turquie est l'accouchement et les grossesses. 26% des femmes de 15 à 49 ans déclarent avoir été mineures à leur mariage. Le mariage, pire encore, avec une mineure de 12 ans, pourrait devenir légal, mais le président de la République a reculé à nouveau devant les manifestations de rue qui ont été très importantes il y a quelques mois, et bizarrement, sa propre fille faisait partie des manifestantes. Donc il a dû reculer sur ce sujet. Mais j'ai lu récemment qu'il y a actuellement 20 000 demandes de validation d'un mariage religieux avec une fille de moins de 16 ans auprès de la justice. Pour l'instant, la justice ne valide pas, mais pour combien de temps? On va voir après le référendum. La plupart de ces données se vérifient également aujourd'hui au sein des familles anatoliennes transplantées en immigration. Les femmes et les jeunes filles d'immigration turque sont peut-être des figures plus emblématiques encore de l'inféodation des femmes à la coutume,
elles vivent une triple discrimination, être femme, venir du monde rural et être transplantées dans un pays étranger. Certaines brues qui viennent de Turquie, en France par exemple, le font remarquer, qui disent préférer retourner dans le village de leur père pour échapper aux jougs de la famille de leur mari en France. La crainte décuplée de perdre son identité fondée sur la tradition a fait, dans l'immigration turque, développer des stratégies de lutte encore plus normatives. La peur du mariage mixte conduit les parents et les frères à être de véritables gardiens qui ne laissent aucun espace de liberté aux jeunes filles. Il y a même eu des cas de meurtre pour l'honneur, vous avez dû lire ça dans la presse une ou deux fois. L'éducation de l'école française est un déclencheur, bien entendu, privilégié du goût d'émancipation chez les jeunes filles nées en France, donc franco-turques, mais globalement en échec quant à la transformation des mentalités des garçons. Évidemment, ces garçons sont plus tentés par l'image de l'homme dominant, gardien principal de la virginité de sa sœur. Aujourd'hui, dans le paysage féminin turc en France, nous avons donc plusieurs catégories de femmes. Nous avons la première génération arrivée à partir des années 75, qui sont des femmes aujourd'hui devenues grand-mères, qui étaient à la maison, qui restent à la maison et qui sont un peu les gardiennes de la tradition. Elles sont aussi malheureusement les belles-mères qui accueillent les brus et qui sont des belles-mères extrêmement coercitrices et extrêmement oppressives. Il y a ensuite leurs filles qui sont arrivées en bas âge en France et ont fait une grande partie de leur scolarité, qui sont aujourd'hui elles-mêmes des mères, mais qui reproduisent la plupart du temps le modèle parental, le modèle maternel, et ce sont des jeunes femmes qui ont la plupart du temps été obligées de se marier selon le choix de leurs parents et continuent à devoir tenir compte du candidaton communautaire et vivent assez enfermées dans la communauté. Et puis il y a deux figures féminines très intéressantes. Il y a donc la jeune fille française née de parents turcs qui, elle, est évidemment tentée par un modèle émancipatoire, non seulement à cause de l'école qu'elle a fréquentée, mais aussi bien sûr de la société française, vit des grandes difficultés, mais a la chance au moins de bien connaître les rouages sociétaux en France, de savoir à qui s'adresser si elle a besoin d'un coup de main. Elle sait qu'elle peut aller voir un prof, un directeur d'établissement scolaire, une assistante sociale, etc. et se faire aider. Par contre, les brus sont les femmes qui sont dans la plus grande difficulté, puisque les brus viennent bien entendu de Turquie dans le cadre soit du regroupement familial, soit d'une demande de visa lorsque le mari est un franco-turc. Sont des femmes qui ne parlent pas le français, qui arrivent et sont complètement cloîtrées dans la famille du mari. Et c'est lorsque des violences interviennent ou lorsque la situation devient parfaitement insupportable qu'elles arrivent à pouvoir lancer un SOS et au prix duquel elles fuient cette famille qui est la famille de leur mari. Mais alors, moi, on a beaucoup aidé des femmes de ce type quand l'association existait. Je continue parfois à m'occuper de certaines situations. Et j'observe une chose, c'est que c'est parmi ces femmes-là qu'on trouve les plus combatives. C'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment où elles sont tellement face au mur qu'il n'y a plus d'autre solution que de casser le mur. Et après, elles font parfois un chemin extraordinaire d'émancipation en y mettant une énergie folle, en apprenant le français, en se formant, en faisant de la formation professionnelle, en commençant à travailler et en étant dans l'obligation de lutter quand même, parce que lutter pour leur papier, puisque je ne sais pas si vous savez que lorsque les étrangers venus dans le cadre du regroupement familial vivent une rupture familiale, la personne qui est venue dans le cadre du regroupement familial, si cette rupture est intervenue dans les 2 années de son arrivée, est renvoyée au pays d'origine. Donc il faut faire des requêtes, etc. pour expliquer cette femme a vécu des violences, c'est pour ça qu'elle a dû quitter le foyer, ne lui enlevez pas son papier, etc. On a fait des tonnes et des tonnes de courriers au ministère de l'Intérieur sur ces sujets-là, et c'est malheureusement un sujet qui n'a pas évolué pendant le gouvernement actuel qui finit. Et autre sujet important, la justice, puisque les juges, les tribunaux ne sont pas suffisamment formés sur ces questions migratoires et sur ces profils. Et par exemple, si on prend l'exemple d'une bru qui quitte une famille, son mari,
alors qu'elle a des enfants, vous avez à chaque fois le juge qui va se prononcer pour la remise des enfants au mari violent, parce que la jeune femme, elle, n'a pas de travail, n'a pas de logement, etc. Donc, bien entendu, le juge des enfants pense à la sécurité de l'enfant et à l'avenir de l'enfant. Mais en même temps, moi, quand j'ai la possibilité de faire des formations aux magistrats, c'est ce que j'essaie de leur expliquer, de dire, oui, mais faites attention, parce que le droit tel que vous l'édictez, très bien, et vous dites, bah oui, elle a un droit de visite, et puis quand elle aura une meilleure situation, elle pourra faire réviser. Sauf que on n'est pas là face à des familles qui sont des familles, je dirais entre guillemets, normales. Ce sont des familles qui vont tout faire pour que les enfants détestent leur mère, que les enfants considèrent leur mère comme une prostituée. Et j'en connais des exemples extrêmement douloureux de certaines femmes turques qui n'ont pas pu revoir leurs enfants. Le droit de visite et tout ça, c'est de la parole, ça ne fonctionne pas. Et donc ces femmes sont privées de leurs enfants, sont privées de tout. Et la justice française entérine cette situation au nom du droit de l'enfant, que je comprends très bien, mais il faut se doter à ce moment-là d'une surveillance policière, sociale, par les institutions, qui fasse que le droit soit appliqué de manière égalitaire pour ces femmes-là. Donc aujourd'hui, quand on sait que quand même cette population en France est de 800 000 et que 47% de ces 800 000 sont des femmes, nous avons quand même pas mal de sujets sur lesquels nous avons à nous interroger. Parmi ces sujets d'interrogation sur lesquels on pourrait revenir en débattant, je pense qu'il faut aussi réfléchir sur la question du niveau éducatif des jeunes filles franco-turques, parce qu'il y a un niveau extrêmement bas. Non seulement elles ne sont pas très performantes au niveau des études, à cause des interdits, elles arrivent péniblement parfois jusqu'au bac, mais ensuite, aller faire des études universitaires, ça ne leur est pas autorisé la plupart du temps, même pour celles qui sont assez brillantes. Donc, il y a tout ce sujet de l'éducation, il y a aussi le sujet du niveau éducatif de ces familles, parce que une enquête de l'éducation nationale qui avait comparé plusieurs populations, dont la population test franco-française, est très intéressante, parce que dans cette enquête, on prend un même niveau social, famille ouvrière française avec mère au foyer et 2 enfants, et on prend une famille immigrée également, alors asiatique, turque, portugaise, maghrébine, etc. Et on fait une enquête en ayant les mêmes critères de détermination sociale. Or, on s'aperçoit là que la question est quelles sont les chances de passage du secondaire du secondaire collège au secondaire lycée, en lycée général, et on s'aperçoit que ce sont les enfants asiatiques qui sont les plus performants dans le passage en lycée général, suivis par les enfants algériens, suivis par les franco-français. Donc les familles ouvrières françaises ont moins de chances de voir leur enfant passer en lycée général, suivi par les Portugais, et en queue de peloton, on trouve les Turcs, avec seulement 17% ayant la possibilité de se retrouver. Et là, on parle des filles et garçons mélangés. Donc, vous vous rendez compte de la difficulté qui est encore devant nous par rapport à l'évolution de ces petites Françaises. La problématique de l'éducation populaire est une problématique que la France a complètement abandonnée, vous le savez comme moi, et cette éducation populaire pourtant serait la première chose nécessaire pour permettre à ces familles d'avoir les codes aussi pour pouvoir petit à petit s'intégrer dans ce pays. Parce que l'intégration, le débat ici sur l'intégration qui arrive avec le temps, moi je n'y ai jamais cru, c'est pas le temps qui fait l'intégration, c'est la volonté politique. Et malheureusement, la volonté politique, on ne la voit pas sur ce sujet, ni dans la gauche ni dans la droite, être parfaitement menée. En conclusion, il y a peu de changements donc lorsqu'on regarde l'immigration turque ici, entre les mères et les filles arrivées en bas âge en France, mais bien sûr,
qu'il y a beaucoup plus d'aspiration à l'émancipation chez les jeunes françaises. Quant aux Bru, elles sont les femmes, certes, comme je disais, les plus opprimées, les plus isolées, les plus en détresse, mais c'est aussi celles qui sont les plus combatives. Lorsqu'elles parviennent à vivre leur autonomie qu'elles payent au prix fort, elles réalisent une vraie prouesse en termes de liberté, mais encore faut-il que les institutions françaises prennent en compte tout cela et mettent en place des politiques d'accompagnement à l'intégration qui n'existent pas. Je sais que c'est un peu pieux, je me demande quand est-ce qu'on verra cela, mais même le contrat d'accueil et d'intégration, qui était une très bonne idée, qui a été mis en place beaucoup trop tard en 2003, alors qu'il aurait dû être mis en place lorsque les familles commençaient à arriver en 75, malheureusement. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Même le contrat d'accueil et d'intégration, qui avait cette démarche dans l'esprit d'éducation populaire, justement, qui accompagnait l'éducation à la langue, est aujourd'hui une coquille vide, parce que Sarkozy l'a de toute façon complètement modifié en faisant une espèce d'outil de coercition par rapport au titre de séjour, et lui a fait perdre toute son essence, en fait. Et quand on regarde les statistiques du contrat d'accueil et d'intégration, c'est intéressant parce qu'on voit, par exemple, 50% de ceux à qui sont proposés des cours de langue sont des Turcs. Donc ça veut dire que les Turcs sont encore l'immigration qui a le plus besoin de cours de langue, quand on regarde ces statistiques-là. Mais ce qui est plus dramatique, c'est qu'il y a 2 modules obligatoires dans le contrat d'accueil et d'intégration. Le module civique, qui est obligatoire, sinon on n'a pas sa carte de séjour. Donc quand vous brandissez le bâton, ben, tout le monde y va. Hein. Donc ils sont obligés de signer le contrat d'accueil s'ils veulent leur papier. Donc ils vont, et c'est ce qu'on avait réclamé au HCI, parce qu'on savait que ça se passerait comme ça. Et donc tout le monde va au contrat, à la formation civique. Mais formation civique qui en 2003 durait une journée, aujourd'hui dure soi-disant une journée, mais se termine à 3 h de l'après-midi, voire avant. Et une formation civique qui se fait en français, avec parfois des interprètes là où on en trouve, mais encore aujourd'hui, droite comme gauche ont toujours refusé de penser que des gens qui sont non francophones, à l'arrivée, ne peuvent pas suivre une formation civique où on leur parle liberté, égalité, fraternité, laïcité, etc., dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et chaque fois qu'on a proposé que ces modules pour les non francophones soient faits dans leur langue d'origine, on nous dit « Ah oui, mais la langue d'origine, c'est pas de l'intégration ». Et là, vos bras en tombent, parce que finalement, quelle est l'importance? C'est ce à quoi on veut parvenir, c'est le but. C'est pas les moyens qui sont importants, c'est le but. Et le but, c'est quoi? C'est que ces gens soient mieux intégrés que ceux qui sont arrivés dans les années 70. Or, on a un outil dans la main, et même cet outil, on ne sait pas l'utiliser. Et quand on regarde le module non obligatoire, qui s'appelle Vivre en France, dans ce module non obligatoire, comme il n'y a pas la carotte des papiers, les gens ne sont pas obligés de suivre. Alors il y a juste 26% de fréquentation de ces modules Vivre en France, et sur ces 26%, on s'aperçoit qu'il y a simplement 5% qui sont des gens qui en ont véritablement besoin. Les autres sont les gens les plus éduqués et ils vont à Vivre en France, alors que ceux qui en ont le plus besoin n'y vont pas. Voilà un peu en vrac aussi des pistes de réflexion sur les politiques pédagogiques. Merci beaucoup, Gaillet-Pétec.